La tête dans les nuances, c'est une rencontre à tous les mois avec des intervenants engagés. Mon nom est Robert Aubin et à chaque épisode, je vous transporte dans un jeu de changement de perspective sur des enjeux de société. Ce mois-ci, à la tête dans les nuances, on se pose la question suivante. Peut-on profiter d'un écosystème littéraire complet en région? Plongeons ensemble, tête première, dans les nuances. Ici Robert Aubin qui vous souhaite la bienvenue à cette autre table ronde signée La tête dans les nuances. Peut-être tout comme moi, êtes-vous allé ces dernières semaines à la dernière édition du Salon du livre de Trois-Rivières, une fête qui célèbre le livre, bien sûr, mais qui nous rappelle aussi le printemps qui arrive à nos portes. Et en sortant de cette festivité, le comité de sélection des thématiques de La tête dans les nuances s'est dit, c'est magnifique le Salon du livre, mais est-il possible en région de profiter d'un écosystème littéraire complet? Et voilà le début de la réflexion que l'on vous offre aujourd'hui, parce qu'effectivement, il semble bien qu'en Mauricie, du moins, on ait à peu près toutes les ressources d'un écosystème complet. Et pour en discuter et pour faire le tour de ce travail, parce qu'on a l'impression qu'après le Salon du livre, le domaine littéraire tombe un peu en dormance, mais c'est une impression qu'on a de l'extérieur. Quand on est à l'intérieur, j'imagine que c'est un immense fourmillement et c'est ce qu'on va essayer de découvrir dans la prochaine heure que l'on va passer ensemble. Et ceux qui nous aideront à comprendre cet écosystème, bien, ce sont nos porteurs de nuances aujourd'hui. Je vous les présente à l'instant. On a le plaisir de recevoir d'abord Mme Marianne Gélina. Merci d'avoir accepté l'invitation. Ça fait Elle plaisir. est co-directrice générale et littéraire aux éditions d'art Le Sabord. Elle est chargée de cours au département des lettres de l'Université du Québec à Trois-Rivières. Elle est autrice, chroniqueuse, présidente de la Société des écrivains de la Mauricie. Et je m'arrête ici pour avoir le temps de faire une émission. On reçoit également Mme Nancy Godbout. Bonjour Mme Godbout. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation. Merci à vous. Enseignante de carrière, elle est maintenant autrice et elle est aussi la fondatrice de la maison d'édition, les éditions Le Point Bleu. Alors, on en apprendra plus sur ce secteur de la littérature qui est l'édition et elle est particulièrement axée sur les éditions autrices jeunesse. Alors, on ira faire un tour, mais celle qui connaît tout de tout ce qu'on va parler, c'est probablement Madame Audrey Martel, parce qu'elle, c'est probablement le dernier point de la ligne de l'industrie littéraire. Je dirais la dernière ou la première, parce que s'il n'y avait pas de librairie, le cycle ne recommence pas. Alors, elle est copropriétaire de la librairie L'Excèdre à Trois-Rivières. Elle a été, entre autres, lauréate en 2017 du prix d'excellence de l'Association des libraires du Québec. Félicitations. Merci. Ça fait notre bonheur à nous aussi. Et elle est administratrice coopérative des librairies indépendantes. Alors, avec toute cette expertise réunie, j'imagine qu'on va pouvoir aisément répondre à la question, peut-on avoir un écosystème littéraire complet en région? Telle est la question parce qu'on n'a pas beaucoup de difficultés à imaginer que ça se produise dans les grands centres, Québec ou Montréal, mais est-ce qu'on a cette possibilité-là? Et je commence peut-être avec le premier secteur, parce que tout ça n'existerait pas s'il n'y avait pas d'abord et avant tout des auteurs et des autrices. Et je m'adresse à vous, Mme Gélina. On conçoit assez facilement qu'on puisse écrire en région. Les formats dans lesquels les auteurs et autrices se placent pour écrire sont fort différents. Il y en a pour qui ça prend le silence et peut-être les bruits de la nature. Il y en a qui aiment le tumulte de la vie urbaine, qui vont écrire dans des cafés. Il y en a qui écrivent comme un devoir quotidien. Il y en a qui écrivent quand l'inspiration passe. Est-ce que le fait d'être autrice en région, ça change quelque chose? Si on parle de rituel d'écriture, pour un petit peu revenir, là, c'est ce qui a été mentionné, c'est vrai que ça dépend énormément d'une autrice ou d'un auteur à l'autre. Ça peut être dans le silence, dans des cafés. Et on peut aussi croire, et ça a été longtemps mon cas, qu'on est obligé d'avoir un rituel d'écriture, que ce soit en région ou par-delà. Alors, j'ai longtemps cru que je devais écrire en début d'après-midi avec mon chat, un café, à un endroit spécifique de la maison, à la main en plus. Et j'ai fait ça pendant des années avec des petits cahiers un petit peu comme celui-ci. Puis par la suite, bon, alors je me suis dit au fur et à mesure que je progressais dans mon parcours littéraire, non, c'est une invention que tu te crées, cette espèce de rituel-là. Tu peux écrire un peu n'importe où. Cela dit, ça dépend vraiment des autrices, des auteurs. Dans mon cas, j'ai besoin du silence. Je sais que j'ai plusieurs consoeurs, confrères qui écrivent avec de la musique et puis parfois très forte. Mais dans mon cas, même de la musique instrumentale, ça ne fonctionnera pas. C'est pour ça que j'ai peut-être un petit peu
peu moins tendance à aller dans les cafés pour le silence. Et puis, ayant aussi étant de nature assez bavarde, bien, je sais qu'immanquablement. Puis, il y a ça aussi avec le fait d'être en Mauricie. On connaît quand même beaucoup de gens. Alors, c'est impossible pour moi d'aller au Morgane sur le boulevard des Forges et de ne pas rencontrer 4 ou 5 personnes que je connais et puis avec qui, là, forcément, je vais avoir très, très envie de discuter littérature et ou autre. Là. Et à qui ce serait gênant de dire « Désolé, oui, je ne peux pas te parler, je suis en train d'écrire ». Oui, je suis en train d'écrire un roman. On repassera. Il y a eu la pandémie. On ne fera pas notre petite mise à jour on ne s'est pas vu depuis 3 ans. Alors, donc, tout ça, ça va. Mais en région, quand même, ce que je remarque, puis je me faisais la réflexion récemment comme autrice, j'étais sur un jury pour évaluer des résidences d'écriture, donc en région. Et puis, je me suis dit, mais pourquoi j'ai jamais eu l'impulsion de déposer à des résidences d'écriture? Jamais. Bien, c'est la Mauricie. C'est ça que je me suis rendu compte par la suite. Et puis, je suis quelqu'un qui aime beaucoup la randonnée, qui aime faire du vélo. Donc, il suffit de partir en vélo 15-20 minutes au nord de chez moi. Et puis là, je me retrouve dans la nature en étant très inspirée par la suite là, pour mes écrits. Donc, le fait d'être en région, puis là, je suis restée avec le pan autrice dans la réponse. Alors là, je me sens très, très épanouie aussi. Puis cette espèce d'effervescence-là dont on va parler tous les 4 ensemble, elle est très palpable en Mauricie, que ce soit dans les différents lieux de diffusion. Et puis, comme autrice, donc j'ai l'impression, oui, j'adore les voyages. Et bon, je rate pas d'occasion d'aller donc à l'extérieur aussi de la Mauricie. Mais pour l'écriture même, là, le fait d'être ici, d'être ancré, et puis tout ce que peut apporter le milieu culturel, ça m'apparaît extrêmement inspirant. Oui, je peux te surréagir, mais oui. Aussi, en librairie, dans la production littéraire, il y a beaucoup de livres qui se déroulent en ville, même des fois trop. Donc, d'avoir une voix comme ça qui vient de la région, qui parle d'autre chose, puis c'est ce que tu mets en scène, Ariane, dans tes romans. C'est beaucoup dans la région, tu sais, dans la nature. Puis je pense que ça fait du bien, ça amène un vent nouveau. Puis je pense que cette immersion-là dans la réalité que tu décris, elle te permet probablement d'exploiter ce créneau-là qui est un peu oublié ou moins vu sans faire de la littérature régionale, tu sais. Bien, je profite de votre intervention pour rebondir parce que, Mme Godbout, vous êtes autrice jeunesse, spécialisée dans ce segment de la clientèle, je dirais. Est-ce que ça fait une différence, écrire jeunesse en région ou on peut écrire jeunesse n'importe où? Oui, on peut écrire. Il y a de belles publications jeunesse, vraiment, qui se font en Mauricie. Mais je trouve ça intéressant. C'est pour ça que je n'interviens pas, parce que je trouve ça intéressant d'avoir leur point de vue. Mon créneau est moins adulte, étant en jeunesse, puis surtout pédagogique aussi. Donc, on pourra en reparler tantôt, là. Mon créneau est peut-être moins accessible en librairie au niveau du matériel pédagogique, mais les œuvres littéraires qu'on publie aux éditions de Point Bleu sont disponibles pour les librairies. Mais vous, si vous mettez que votre chapeau d'autrice pour 1 minute ou 2, là, oui. vous préférez écrire en région? Est-ce que ça teinte vos récits? La ligne imaginaire est mon premier roman que j'avais commencé en 99 lorsque j'avais ma maison en Gaspésie sur le bord de la mer. On peut appeler ça la région aussi, je pense. C'est ma région natale. Alors, c'est mon premier bébé que j'ai réédité en 2016. C'est sûr que, je vais vous dévoiler un petit scoop, je suis à écrire la suite pour les secondaires 1 et 2. La ligne imaginaire est pour les 5e, 6e années et la suite est pour les secondaires 1 et 2 et le départ se fait à Trois-Rivières. Parce donc, que la fin la de la ligne imaginaire en Gaspésie, la suite à Trois-Rivières. Parce que la fin de la ligne imaginaire se termine à Trois-Rivières. Donc, ça allait de soi que la suite reparte de Trois-Rivières. Alors, j'ai 2 chapitres d'écrits. Donc, Julien, le personnage principal, est parti de Gaspésie, se retrouve à Trois-Rivières, va repartir de Trois-Rivières pour aller on ne sait où. Et ne soyons pas divulgateurs pour l'instant, mais... Mais je continue l'écriture jeunesse et je demeure à Trois-Rivières depuis 36 ans. Et donc, si Julien doit terminer son prochain récit à Montréal, vous allez déménager? Ou... Non. Non? Très bien en Mauricie. Très bien à Trois-Rivières. Par rapport à tout l'aspect pédagogique, j'ai un peu envie de continuer là-dessus parce que ça rejoint l'écriture. C'est vraiment pas toutes les autrices ou les auteurs qui ont des formations en littérature. Mais par contre, c'est une des caractéristiques de la Mauricie, le fait qu'on a une université, donc le QTR, qui offre des programmes en littérature avec des cours de création. Puis on a aussi l'Université du 3e âge qui donne des cours de création aux 50 ans et plus. Enfin, c'est eux là, qui ont décidé que c'était le 3e âge de 50 ans et plus. Là. On n'entrera pas là-dedans. Mais
Le fait d'être dans une ville qui est, entre autres, une ville universitaire, eh bien, par rapport à la création, ça aussi, ça vient ouvrir des perspectives. Si je mets un instant mon chapeau de chargé de cours en création littéraire, eh bien, ça permet de constater à quel point la création est aux premières loges dans la Mauricie et qu'il y a tout plein de talents. Donc, il y a une pléthore là, de personnes comme ça. Fait que le côté pédagogique aussi, qui se retrouve, puis notamment avec c'est une des caractéristiques donc, de Trois-Rivières. Rimouski a aussi des similitudes là-dessus avec l'Université du Québec à Rimouski. Et tout ça, ça contribue de cette créativité. Puis qu'on a comme auteur, donc on a la possibilité de suivre des cours de création à l'UQTR, d'aller dans des merveilleuses librairies comme l'Excèdre, et puis d'être accueillis par Audrey ou Eliane, ou les deux. Parfois, ils sont là ensemble. On a de la chance. Oui. On a aussi Poirier comme librairie. Oui. Donc, on a ça comme possibilité. Puis, on a également une association d'auteurs de la Mauricie qui regroupe les auteurs de la Mauricie du Centre du Québec, donc la Société des écrivains et des écrivaines de la Mauricie. Donc, ça aussi, ça permet, on est vraiment outillés avec l'écosystème. Et puis, je trouve qu'un élément pour se rendre compte qu'on a vraiment un écosystème solide, c'est lorsque dans une région, il y a plusieurs prix littéraires qui sont donnés. Donc, on a par exemple celui de Culture Trois-Rivières, celui de Culture Mauricie. Le Salon du livre de Trois-Rivières également va décerner plusieurs prix en bande dessinée, en relève, un prix de carrière. Donc, c'est le prix Adagio. Donc, c'est Monique Juteau qui s'est vu décerner récemment. Donc, qui est justement au Sabord. Alors, bon, le Sabord, on en parlera peut-être tout à l'heure. Oui, on va en parler. Mais bon, absolument. alors, tout ça et les maisons d'édition, le fait d'avoir une demi-douzaine de maisons d'édition dans une région, eh bien là, on sent également qu'on a un écosystème. Parce que comme on parlait on ne l'a pas nommé comme ça avec Audrey tantôt, mais la chaîne du livre, donc avec la librairie qui se retrouve à la fin. Donc, autrement dit, quand chacun des éléments de la chaîne du livre se retrouve richement doté, eh bien, c'est là qu'on sent l'écosystème qui est très fort. Et pourquoi on a cette richesse-là à Trois-Rivières? Parce que le milieu s'est doté de ça, ou bien parce que c'est une nécessité pour que le système et que les auteurs-autrices puissent en vivre? Bien, est-ce que je peux? Bien oui. Je veux faire du pouce Oui, sur ce que tu as dit, mais en même temps, je réponds à vous. C'est que les gens qui veulent s'impliquer, comme à la Société des écrivains de la Mauricie, c'est d'ailleurs là que j'ai rencontré Louise Lacourcière, qui est une écrivaine adulte. Et lors d'un souper du temps des fêtes avec cette Société des écrivains de la Mauricie, on m'a présenté Louise, puis Louise m'a proposé un manuscrit, Bilouka chez les Castors, que j'ai publié en 2018. Donc, si je n'étais pas allée à ce souper-là, je n'aurais pas rencontré Louise, on ne me l'aurait pas présenté. Donc, Louise, c'était un défi de taille d'écrire jeunesse, parce que je pense que l'inverse est peut-être plus facile que de partir d'écrits adultes et de réduire en peu de mots jeunesse. Ça dépend. Je me lance pas dans la défi. littérature jeunesse. C'est vraiment un défi. Et Louise a relevé le défi. Et ça a été pour elle une belle aventure parce qu'on projette un deuxième Bilouka. Mais je ne veux pas entrer dans les secrets de votre conversation de souper, mais quand même, il y a quelque chose d'intéressant là. D'une part, que Louise, qu'on connaît bien, décide d'écrire jeunesse. C'est un beau défi pour elle. Très beau défi. Mais connaissant Louise Lacourcière, elle aurait pu présenter son manuscrit à n'importe quelle maison d'édition à travers le Québec. Or, elle a choisi de le faire chez vous, qui avez mis en place une maison d'édition. On en parlait en introduction, les éditions Le Point Bleu. Bien, ma première question, ce serait peut-être pourquoi créer cette maison d'édition-là? Parce que ça n'existait pas chez nous? Parce qu'il y avait un manque? Je peux oui, répondre? Oui, c'est directement à vous que je pose la question. Mon doux. Je voulais d'abord, vu que l'œuvre La ligne imaginaire, ma première édition, je l'ai publiée en 2014, mais le roman a dormi quand même 12 ans dans la garde-robe avant que je me décide. Parce que vous n'osiez pas le présenter? Ou bien... J'avais pas le temps de... Pour moi, j'écris par inspiration, si je peux compléter tantôt la façon dont toi tu écris. Moi, j'écris par inspiration. Alors, La ligne imaginaire m'a été vraiment livrée comme une inspiration d'un bout à l'autre. Alors, de ma petite galerie à Carleton-sur-Mer, j'ai commencé avec un cahier et en étant devant la baie des Chaleurs, quel beau moment, quel beau lieu pour écrire. Ça m'est apparu comme vraiment un film. Et quand j'ai eu terminé de l'écrire, la version que je prévoyais peut-être soumettre à des maisons d'édition en 2001, j'ai commencé en 99, puis je faisais ça par temps perdu quand j'étais à Carleton, vu que j'enseignais ici à Trois-Rivières. Bien, pour moi, le livre était écrit.
Pour moi, il était complété, il n'était plus dans ma tête. Alors, je l'ai mis dans la garde-robe, puis j'enseignais, puis je continuais d'enseigner. C'est que l'idée de partir avec son baluchon, faire le tour des maisons d'édition pour voir si quelqu'un voulait les visiter? Pas tellement. Je l'ai envoyé à courte échelle, à quelques endroits. On m'a répondu qu'on avait déjà abordé le thème que j'exploitais. Alors, je l'ai laissé dans la garde-robe pendant 12 ans. Pour moi, c'était accompli. Je n'avais pas besoin de faire plus. Sauf qu'en octobre 2013, un soir d'octobre, tu sais, un soir là, qu'ils vendent puis il fait froid, je me prends un petit vin rouge, puis puis dans la garde-robe, le manuscrit me faisait tout le temps signe, prends-moi donc, tu sais, relis-moi donc. Alors, un soir, j'ai décidé de le reprendre. Et là, les larmes se sont mises à me couler sur les joues. Et là, j'ai réalisé, j'ai dit, mais voyons donc, je suis en train de priver les enfants d'une histoire qui me touche, puis que ça a raison d'être. Alors, j'ai pris mes informations, j'ai suivi ma formation d'éditrice. J'ai pris congé d'école, d'enseignement, puis je suis allée faire ma formation d'éditrice, puis j'ai ouvert la boîte en avril 2014. Et au moment où vous ouvrez la boîte, oui. vous ouvrez cette boîte-là oui. pour publier La ligne imaginaire, je voulais faire... où vous avez vraiment déjà l'idée d'avoir une maison d'édition qui va aussi recevoir des manuscrits Absolument. et publier d'autres auteurs. Tout ça, là, est ouvert. J'ai commencé par faire mes premiers pas avec mon œuvre à moi pour connaître vraiment le processus de création puis pouvoir accompagner les auteurs que j'allais prendre sous mon aile. Je ne me voyais pas commencer à prendre quelqu'un tout de suite, publier quelqu'un sans avoir fait les pas sur moi d'abord. Et c'est là que j'ai réédité en 2016, mais j'avais la vision du matériel pédagogique qui est unique au Québec. En tout cas, si ça existe, informez-moi. Parce que au primaire, on enseigne surtout avec des extraits de romans. Et après 32 ans d'enseignement, j'en ai vu du matériel pédagogique passer. Puis on en a touché des extraits de romans. Et depuis les premiers jours que j'ai commencé à enseigner, pour moi, c'était évident, c'était clair qu'un jour, il allait y avoir du matériel pédagogique qui allait sortir de ma tête, de ma création, pour les enseignants, un matériel à mon goût. Alors, pourquoi pas? Pourquoi pas? Tout est permis de rêver, hein? Pourquoi pas offrir un roman et un matériel sur clé USB qui couvre le roman au complet, en 3 versions, PDF, PDFi pour les ordinateurs et TNI. Je vous interromps un petit peu parce que je veux suivre la chaîne. Là. Oui. On a les autrices qui écrivent, oui. la femme d'affaires qui décide de mettre sur pied une maison d'édition, puis il y a la libraire. Et la libraire peut vendre les livres. Oui, bien c'est là. Comment vous recevez une nouvelle maison d'édition qui voit le jour en région, bien que le créneau est un peu spécifique, mais tous les livres scolaires passent aussi par chez vous? Oui. Le matériel pédagogique, c'est différent, mais je me rappelle là, en 2014, quand Nancy... C'était plus 2016 ben, avec la réédition. Bon, autour de Moi, ce je moment-là. ne pas sur l'année, on n'était pas là. Oui, c'est ça, mais il est tellement plus beau que la première quand édition. vous êtes venu porter les documents, c'est sûr que nous, on est habitués avec des distributeurs. Donc, en région, on accepte les livres d'une autre façon, donc en consignation, par exemple. Donc, je me rappelle de ces débuts-là un premier roman comme ça dans une nouvelle maison d'édition. Mais il faut dire que le matériel pédagogique ne se vend qu'aux enseignants. Donc, c'est pour ça que je ne peux pas le laisser au libraire. Effectivement, ça, on comprend très bien, mais vous avez mis le point sur un élément qui, à ma connaissance, n'est pas présent dans l'écosystème de la région, c'est la distribution. Oui. Alors là, on a des auteurs, on a une maison d'édition, on en a peut-être plusieurs, tout le monde n'est pas spécialisé en album ou en roman jeunesse, mais l'édition, la distribution, ça semble très centralisé, grand centre. Oui, puis en même temps, tu sais, c'est pas nécessaire que ce soit en région. Je pense que là, on est plus dans des entrepôts, des représentants, des gens qui sont sur la route. Les imprimeries le sont. On a de très bonnes imprimeries, par exemple, chez nous. C'est vrai, effectivement. Bon, des fois, quand on y pense, hein, le livre est écrit à Trois-Rivières, imprimé à Louisville, s'en va à Montréal pour être retourné à... Bon, quand même. Mais, on pourra se poser la question sur les circuits courts. C'est ça. On n'est pas là. Mais bon, quand on a des gens comme ça à proximité, ça permet de couper sur le transport, d'avoir même de rencontrer aussi. Il y a cette possibilité-là. On n'a pas la chance de rencontrer les auteurs quand un livre est écrit, publié, édité, distribué à Montréal. C'est peut-être le chemin court qui est intéressant pour
en région quand les auteurs viennent nous rencontrer. Oui. Puis les librairies qui sont aussi d'incroyables lieux pour des lancements, que ce soit des livres ou des revues, comme par exemple la revue Le Sabar, dont je suis co-directrice générale et littéraire, donc qui va se retrouver aussi à l'Excèdre et puis qu'on peut lancer en librairie. Là, on a eu plusieurs occasions de le faire, puis avec tout un aspect très collectif dans le sommaire, et puis donc ça s'insère bien entendu dans le réseau de distribution, et puis ensuite donc ça permet, et puis si par exemple on regarde ce numéro-ci, il y a le 3/4 du sommaire est mauricien. C'est pour célébrer donc le 40e anniversaire. Donc, on a eu soin d'aller chercher des auteurs de la région pour vouloir célébrer tout ça. Donc, je voulais mettre ça de l'avant aussi, dans l'écosystème, les incroyables lieux de rassemblement qui peuvent être, entre autres, les librairies, dont l'Excèdre. Vous avez combien d'événements par année? Un par mois, certainement? Non, je pense pas. Mais ça dépend aussi. Puis comme nous, on est une petite équipe, bien, des fois, on doit refuser des événements, pas par faute d'intérêt, mais plutôt par manque de temps. Donc, des fois, il y a des choses qu'on a envie de faire, mais qu'on ne fait pas parce que c'est aussi ça. Nous, on est un petit lieu de vente et de diffusion, mais parfois, bien, on doit renoncer à des trucs vraiment amusants. Mais ça dépend aussi. Puis comme nous, on est une librairie indépendante, puis on trouve ça important de garder notre indépendance, que ce soit dans ce que l'on retrouve sur le plancher, mais aussi dans les événements que l'on offre. Il y a comme une liberté de choisir ce que l'on nous propose. Fait que des fois, ça varie. On n'a pas un calendrier fixe. On ne se met pas l'obligation d'offrir un événement par mois. Fait qu'il y a des années où c'est plus, puis des années où c'est moins. Et je salue votre indépendance parce que je la partage. Oui. Étant une maison d'édition non subventionnée par choix, j'ai la possibilité d'être indépendante aussi, de choisir les auteurs que je veux publier, d'offrir aussi de plus en plus la possibilité d'éditer des auteurs qui veulent s'impliquer, s'investir dans leurs œuvres. Ils défraient les coûts de production, ils défraient le coût d'édition, dont mes services. Ils paient l'impression, ils ont totalement leurs droits en entier sur leurs œuvres. Ils décident de tout avec les sous-traitants, bien sûr, que je coordonne avec l'auteur. D'ailleurs, en parlant de région, une dame de Magog, Stéphanie Charland, a choisi de faire affaire aux éditions Le Point Bleu pour sortir son premier roman. Donc, elle n'est pas allée dans la région de l'Estrie. Elle est venue ici à Trois-Rivières. Émile et la traversée magique est son premier roman. Elle a défrayé en totalité le coût de production, d'édition et d'impression. Et le livre a été sélectionné à Communication Jeunesse. Et elle est chez nous parce qu'elle n'a pas trouvé d'équivalent en Estrie? Elle voulait Trois-Rivières, elle voulait les éditions Le Point Bleu. Pour la qualité des... je vous le dis, là, nous, notre créneau, notre indépendance, c'est la qualité et non pas la quantité. Parce que oui, il se fait beaucoup de livres. Dans le monde de l'industrie du livre, il s'en crée beaucoup. Et les maisons d'édition subventionnées ont la possibilité. Mais une petite maison d'édition comme moi, là, je peux pas égaler ces maisons d'édition-là subventionnées. Alors, étant enseignante, je privilégiais la qualité auprès de mes élèves et non pas la quantité des travaux qu'ils faisaient. Donc, ça allait de soi que ma maison d'édition favorisait la qualité. Vous ouvrez la porte à ma prochaine question parce qu'on a très bien senti chez vous cette préoccupation comme étant la fin de la chaîne de l'écosystème, cette préoccupation de tout ce qui est fait en région, d'être une vitrine pour la région. Mais quand on est au début de la chaîne et qu'on est auteur ou autrice, est-ce qu'on a cette préoccupation-là de chacun des éléments? Est-ce qu'on souhaite... Bien sûr, l'écriture, on contrôle pas mal, bien qu'à partir du moment où commence le travail avec la maison d'édition, j'imagine qu'il y a aussi des suggestions. Il doit y avoir un travail d'équipe. Je ne sais pas comment on accueille, quand on est auteur ou autrice, des suggestions de correction ou d'amélioration. Ça doit être à la fois parfois un peu délicat. J'imagine que celui ou celle qui propose ce type de choses a avantage à le faire avec patte de velours. Mais il y a probablement des suggestions qui sont intéressantes. Mais tout ça, c'est quand même la première portion qui est l'écriture. Est-ce que vous souhaitez avoir le contrôle sur l'édition, sur la distribution, sur...
C'est sûr que je veux qu'il y ait un grand dialogue qui se produise dans l'ensemble de la chaîne. Et puis, bon, tantôt aussi, peut-être une petite précision avec une édition, il y a deux, finalement, on pourrait dire qu'il y a deux marchés d'édition. Il y a l'édition à compte d'auteur, puis il y a l'édition à compte d'éditeur. Puis il y a aussi ce qu'on peut appeler l'auto-édition, qui va être quelque part entre les deux. Et donc, effectivement, il va y avoir des maisons d'édition qui vont être subventionnées, comme celle pour laquelle je travaille, le Sabar, ou qui est aussi connue sous le nom les éditions d'art, le Sabar, elle est subventionnée. Et c'est-à-dire que les auteurs ne vont pas payer comme dans l'auto-édition. Ils vont recevoir 10 du prix du droit d'auteur. Et puis ensuite, les autres pourcents sont filés dans l'ensemble de la chaîne. 10 du droit d'auteur? Du prix du volume? Oui, du prix de vente. Oui. OK. Oui. Donc, c'est ça les droits d'auteur. Oui. C'est ça. C'est 10 du prix. Si le livre se vend 28 l'auteur va recevoir 2,80 par livre. Mais si on parle d'un livre qui est en coécriture, il faut diviser par 2 et ainsi de suite s'il y a traduction et tout ça. Et puis ensuite, l'éditeur, ça va être à peu près le double, mais l'éditeur va payer des frais d'impression. Le distributeur va avoir un montant plus élevé. Le libraire également. Les libraires ont à payer des employés, du chauffage, un local, etc. Mais on retient qu'en bout de ligne, il n'y a personne qui est riche dans cette chaîne-là. La loi 51 donne 40 aux libraires, donc le pourcentage ne peut pas être énorme pour l'éditeur non plus. C'est ça. Donc, alors, je reviens, mais je vais faire la petite précision aussi sur l'auto-édition et l'édition à compte d'auteur. Alors, c'est mon cas comme autrice. Donc, autrement dit, je n'ai jamais payé pour être publiée, mais je reçois le 10 dont on vient de discuter sur le prix de vente en librairie de chacun de mes livres. Et puis aussi, entre autres chapeaux, je suis directrice littéraire. Donc, je travaille au Sabar avec des auteurs et je leur fais les commentaires. Je suis la personne qui a l'odieux de leur dire que leur chef-d'œuvre n'est pas accompli encore et qu'on va travailler ensemble activement sur au moins 3 versions du livre avant d'arriver à la publication qui va se retrouver sur les rayons. Puis en même temps, on en a besoin de ce travail d'édition-là parce que la production, elle est immense. Il y a énormément de livres et il y a des nouveaux livres à tous les jours. La rentrée littéraire, le mois de septembre en librairie, je pense qu'il y a genre 950 nouveaux romans qui paraissent, des nouveaux romans français. Fait que là, après ça, il y a le roman québécois, les romans en traduction. C'est énorme. Donc, on a besoin d'avoir un livre de qualité qui est bien fait et qui se distingue et qui est bien porté par les différents représentants pour attirer l'œil du libraire, attirer l'œil des critiques et éventuellement attirer l'œil du public. Puis, tu sais, on parle de la part là, des pourcentages de profit. Le libraire doit... Il y a cette notion-là de la fin de la chaîne, mais on dirait que je la trouve négative, cette façon-là. C'est pour ça que je parlais au début d'un cercle vertueux. Parce que si vous ne vendez pas, on n'écrit pas le deuxième. Puis c'est un peu le début. Tu sais, il y a eu tout ce travail-là. Puis le début, c'est la relation qui commence entre le lecteur. Parce que il n'y a pas de livre s'il n'y a pas d'auteur, mais le livre ne compte pas s'il n'y a pas de lecteur. Fait que le libraire, c'est le propulseur, c'est ce qui fait en sorte que le livre sorte de la masse et trouve son lecteur. Puis ce travail-là est important, je pense. Je le pense, j'en suis persuadée, j'en ai fait mon travail. Puis c'est ça. Fait que, tu sais, et nous, une journée de pluie ou de vent où il n'y a pas personne qui rentre à la librairie, on a quand même payé notre local, on a quand même payé nos employés, puis il n'y a pas personne, tu sais. Fait que chacun des rôles est important, mais le rôle du libraire est celui qui est le pont, en fait. C'est pas je comprends. Le point final, c'est le pont entre le lecteur et la... Je saisis bien ça et j'apprécie la nuance. Mais dans le choix que vous faites, parce que vous n'allez pas tout vendre ce qui est publié, c'est impossible. Alors, la relation, elle est d'abord une relation avec l'auteur ou une relation avec la maison d'édition, parce qu'on sait, par exemple, que Mme Gélina aura fait avec les auteurs avec qui elle travaille 3 révisions. Au moins. Et vous assurez de la qualité. Alors, la qualité, elle vous vient de l'auteur ou elle vous vient de la maison d'édition dans votre jugement? Dans notre jugement. C'est sûr que la maison d'édition aide. Il y a la réputation de l'auteur, mais il y a des premiers romans aussi qui arrivent sur le marché, puis on a confiance en leur potentiel de vente. Puis je pense qu'il y a aussi une notion de, si le livre, on ne l'a pas, on ne le vendra pas. Donc, on essaie quand même d'avoir une grande variété de titres. On connaît nos clients. On m'aime beaucoup, là, peut-être de façon un peu intense même.
On ne peut pas être Ça trop prend beaucoup de intense, place j'imagine. dans notre tête. Mais il y a tout ça qui entre en ligne de compte sur ce qu'on choisit de présenter en librairie, mais la confiance que l'on accorde aux éditeurs, aux auteurs, aux commentaires des autres aussi, tu sais, des autres intervenants. Il y a quand même un jeu de suggestions avec le représentant des maisons d'édition, nos collègues, les autres libraires, les critiques en qui on a confiance. Fait qu'il y a toute cette espèce d'éventail là, qui nous permet de faire des choix qui sont le plus judicieux possible. Des fois, on se plante. Là. Des fois, on prend 18 copies d'un livre, puis c'est un flop, puis des fois, on passe à côté de quelque chose qui devient un succès, puis on l'a pas. Oui, puis là, Et il est quand en on- réimpression, puis là, vous n'avez plus, Puis on se puis dit, ah, vous ben, attendez, coudonc, on on a aurait raté vendu notre shot. 25 aujourd'hui. Ah, c'est ça. Et quand on est la maison d'édition, comment on se présente chez les libraires? Parce que j'imagine que C'est un défi, il y a là comme une première date, là, on n'a pas deux chances de faire une première bonne impression. Là. Les portes ne s'ouvrent pas facilement parce qu'en n'ayant pas de subvention, moi, je me distribue moi-même. J'ai la boutique en ligne, les éditions de Point Bleu, les produits sont là, des extraits téléchargés, tout est là. Mais c'est là le défi. C'est pour ça qu'il faut être patient puis il faut être passionné parce que on comprend là, que je suis éditrice, là, mais c'est pas les ventes que je peux faire qui me permet d'avoir mon pain et mon beurre sur ma table. Là. Je ne couvre pas mes frais de production encore. J'ai investi des milliers de dollars, mais j'y crois. Et j'ai une équipe solide depuis 2015, Interscript, division de marqué imprimeur. Marquis, imprimeur, j'ai mon représentant, j'ai mon correcteur réviseur. Donc, mon équipe est stable depuis 2015 et j'y crois, puis j'ai une équipe qui est autour. OK? Donc, je n'ai pas d'employés. Mais quand je me présente devant un libraire ou j'appelle pour un libraire, j'en avais une quarantaine, là, j'ai réduit à 10, 12. Je ne Qui garde... couvre toutes les régions du Québec? Oui, je ne garde que celles qui croient en nos produits puis qui est capable, même si je n'ai pas de subvention, même si je n'ai pas de distributeur, qui croient en nos produits. Alors, ça fait 9 ans que la maison d'édition est ouverte. Alors, ça m'a donné le temps de voir avec qui je peux faire vraiment confiance, puis qui est ouvert à pas juste mettre les livres, parce que les livres en office, c'est 3-4 mois peut-être même pas, 3-4 mois à peine. Le livre va sur la tablette après. Alors, vous pouvez comprendre que mes produits, là, que je peine de ma poche, là, que je n'ai pas de subvention, j'ai quand même 6 titres. Mais là, il est arrivé, qu'est-ce qui est arrivé? Et c'est pour ça que je vais vers permettre à des auteurs de payer leur production, l'impression et l'édition. Nancy Montour, auteure jeunesse connue ici à Trois-Rivières, m'a fait appel en décembre 2020. Elle avait été approchée par le Centre d'action bénévole de la MRC de Bécancour et l'Association des personnes proches aidantes, Bécancour-Nicolette-Yamaska, pour écrire un livre sur la proche aidance. Elle voulait que ça soit publié aux éditions Le Point Bleu. Donc, eux, il y avait les sous pour produire le livre. Ils ne voulaient pas aller avec une maison d'édition subventionnée puis garder juste 10 %. Alors, il y avait les sous, il avait choisi l'auteur, et Nancy a choisi Nadia Berghella, l'illustratrice de mon roman La ligne imaginaire, pour illustrer le livre. Mais je traversais une période quand même pas facile. D'ailleurs, l'article de Nouvelliste en a fait foi le 15 janvier 2022. Ceux qui veulent aller voir dans quelles circonstances Nancy Montour m'a approché. Alors, j'ai quand même dit oui. Et est sorti ce livre, Une histoire de cœur, que l'Association des personnes proches aidantes et le Centre d'action bénévole vendent eux-mêmes. Mais les distribuer comment maintenant? C'est eux qui le distribuent. Le lien est sur la boutique en ligne. Je ne le vends pas. J'ai été payée pour l'éditer, mais... OK. Alors, ça a été, pour Donc, moi... ils ne se retrouvent pas en librairie? Hein? Oui, en consignation. Alors, j'ai ouvert OK. à ces gens-là la possibilité... Le réseau qui était le vôtre. Oui, c'est sûr. J'ai eu affaire à leur ouvrir des portes. Mais à ce moment-là, vous n'avez pas une portion Non. De la vente? Je ne touche pas un sou. J'ai été payée pour l'éditer. OK. Et c'est là que j'ai vraiment vu... une particularité. Oui, mais... C'est un les maisons réseau de d'édition ne maisons. fonctionnent pas comme Non. ça habituellement. Puis mais, c'est eux qui on voulaient comprend ça bien. comme ça. Oui, j'ai bien saisi. Alors, Nancy a dit, je veux faire affaire aux éditions Le Point Bleu. Et c'est là que j'ai vu l'opportunité d'offrir ce service-là. On en a pour tous les goûts. Et c'est ce que je trouve agréable de l'échange qu'on a, c'est qu'on montre toutes les facettes aux gens qui vont écouter l'émission,
que tout est possible maintenant. Avec les nouvelles technologies, on n'a plus besoin d'envoyer le manuscrit papier à l'éditeur. On peut tout envoyer par courriel. Mais on a bien compris qu'il y a des points de similitude aussi. Vous avez aussi des correcteurs qui revoient la première version. Il y a quand même des points de similitude, mais l'édition... C'est ça. Oui, mais puis ça va dépendre d'une maison à l'autre, parce qu'il y a un certain nombre aussi de maisons qui sont à compte d'éditeurs et à compte d'auteurs qui n'engagent pas, et ça, c'est très malheureux, tous les employés qui devraient. Donc, dans les deux domaines. Et puis ça, j'ai entendu des histoires assez cauchemardesques de consoeurs et de confrères auteurs qui n'auront pas de révision linguistique. C'est horrible. Parce que ça, ce sont des grands travailleurs de l'ombre, hein, souvent, là, les correcteurs, les réviseurs linguistiques, mais ils sont essentiels. Et il y a des maisons d'édition qui se disent professionnelles, qui font l'impasse là-dessus. Et il y en a encore plus quantitativement à compte d'auteurs qui font l'impasse sur la révision linguistique. Et puis, c'est d'autant plus dommage. Je suis contente t'en parles, Ariane, parce qu'il y a des sous distribués pour faire la révision-correction. Puis malheureusement, parfois, on skip cette étape-là. Non, mais il ne faut jamais... Alors, et l'étape de direction littéraire, elle aussi, elle va se retrouver tristement, des fois, elle va échapper au processus éditorial. Et puis après, donc, je reviens avec ce que mentionnait Audrey, quand ils vont recevoir des centaines de nouveautés, eh bien, le livre qui n'a pas subi ni direction littéraire, ni révision linguistique adéquate, sa place, vous allez peut-être le recevoir en une copie et ne pas la vendre à ce moment-là, parce que aussi... Et puis, ça vient, donc, avec les maisons d'édition subventionnées aussi, au fil du temps, comme je pense, je vais nommer les deux principaux éditeurs qui me publient, donc Alto et Alire. Donc, lorsque tu vois passer ces noms-là, Audrey, sûrement que tu dis « Ah! » Bon, bien, saut de qualité, nous allons en commander quelques-uns. Il y a ça aussi, mais ça prend du temps, de la patience. Même chose avec la revue Le Sabar, qui en est à son 40e anniversaire. Donc, ça a pris des années aussi. Puis au début, Le Sabar n'était pas subventionné. Donc, au début, il y a toujours l'étape où il faut que tu convainques à partir de rien. J'étais même pas là au début, je ne vous le cacherai pas. J'ai quand même pas plus de 40 ans. Mais au début, donc, mes prédécesseurs qui ont eu à écrire ces demandes de subvention-là pour rentrer dans le circuit et participer aussi collectivement à cette effervescence-là dont on traite depuis tout à l'heure et à ce réseau-là. Puis si on revient avec la Mauricie, il y a aussi le fait, ce que j'apprécie, que ce soit comme autrice, comme éditrice ou comme actrice, critique, chroniqueuse, tout ça, etc., c'est le fait que c'est assez rare que tu vas aussi... Si tu ne connais pas encore quelqu'un dans le milieu culturel, c'est souvent juste une question de temps. Donc, on se rend compte en général qu'en Mauricie, on est à 2 niveaux, au maximum, d'une autre personne dans le milieu culturel. Et puis, en général, on se dit, OK, alors tel ami, donc c'est sûr que l'autre est à un niveau de cette personne-là qui connaît tout le monde. Donc, et ça crée comme une dynamique puis des opportunités, parce que, tu sais, combien de fois, Ariane, probablement, tu t'es fait inviter sur une table ronde pour être la représentante des régions. Puis, tu sais, en même temps, c'est bien. Moi, je suis toujours la libraire de région, tu sais, qui répond oui, là. Fait que, tu sais, ça, bien, finalement, ça compte. Moi, je vous considère plus comme la représentante des librairies indépendantes. Parce que ça, c'est un créneau vraiment particulier. Malheureusement, j'ose pas dire en voie d'extinction, là, mais mettons que vous ne l'avez pas facile par les temps qui courent. Là. Il y en a pas tant que... Mais non, c'est ça. Je voulais juste dire ça. Ouais. Je pense que j'ai peut-être perdu mon chapeau de région, là, puis tant mieux. Tant mieux. En tout cas, moi, c'est vrai que notre sujet est sur la région. On se fait encore inviter pour des jurys. C'est Québec, Montréal. Salut, Ariane, région. Bonjour. Puis en même temps, des fois, quand on veut vraiment faire partie de quelque chose, bien, on sort la carte. Ouais, mais là, vous avez besoin d'un représentant des régions. Non? Ça peut servir. Utilisons-le quand c'est utile. Mais j'aimais bien l'idée que vous fassiez ressortir des métiers dans cette chaîne-là qu'on ne voit pas. Parce qu'on est parti avec l'idée de l'auteur, l'autrice, la maison d'édition, le distributeur, la librairie. Mais quand on commence à parler de révision, de correctrice, c'est autant de métiers qu'on ne voit pas, mais qui existe aussi chez nous. Je pense à Isabelle Dard, entre autres, qui vient de popper dans mon cerveau, qui fait ça. Je ne sais pas si elle a déjà fait pour une de vos maisons, mais on a aussi ces ressources-là en région. Oui, puis il y a un métier dont on n'a pas parlé dans l'édition qui est fondamental, notamment pour la vente, c'est le design graphique. Le montage, ça, c'est ultra important. Et puis les maisons d'édition qui vont faire l'impasse là-dessus, souvent, elles vont s'en mordre le poing. C'est pour ça que je fais affaire avec Interscript. Ça s'appelle marquer dans ses propres buts, si je comprends bien. Oui, comme, exemple, avec Le Sabar, eh bien, le design graphique est fondamental et la revue n'en serait pas où elle se trouve en ce moment.
roman. Donc ici, on a justement un design graphique de la région avec Olivier Charland, avec le livret à l'intérieur. Donc, ça contribue là, de très près. Donc ça aussi, c'est vraiment important, même je dirais essentiel à mentionner. Puis on a d'excellents designers graphiques en Mauricie, bien entendu. Donc la révision, le design graphique, la direction littéraire. Puis ça, j'ai envie un peu de le rementionner parce que c'est pas tant connu encore le travail de directeur littéraire. C'est pas de la révision linguistique, c'est vraiment de réfléchir au contenu. La direction artistique aussi, dans certains cas, qui va s'ajouter avec en phase ou pas avec le design graphique et qui va être important. Comme au Sabard, on a une directrice artistique aussi, puis on s'en passerait jamais avec le travail qui est fait. Je sais pas si vous pensez à d'autres métiers de l'ombre. Tu parlais de traduction tantôt, oui, puis ça, c'est des métiers qui ne demandent pas d'être ancrés dans un lieu ou un autre. Puis je pense que faut pas se dire que parce qu'on est traducteur en région, on ne traduit que les textes de nos concitoyens de la région. Tu sais, vous parliez des nouvelles technologies tantôt, mais tu sais, par courriel, par télétravail, c'est des emplois qui peuvent très bien être faits, puis on le voit de plus en plus. D'ailleurs, des gens qui quittent la ville pour s'installer en région, qui continuent leur métier, qui font affaire avec d'autres voies. Puis je pense qu'il y a ça aussi quand on parle du milieu de l'écosystème littéraire en région. J'ose espérer qu'on l'envisage d'un point de vue global qui a sa juste valeur et qui est compétitif de ce qu'on retrouve ailleurs et non pas, bien, tu sais, à Trois-Rivières, on écrit pour le monde de Trois-Rivières, puis, tu sais, l'important, c'est qu'on vende à Trois-Rivières, puis après ça, on n'existe pas à l'extérieur. C'est plutôt de viser que notre objectif, ce soit d'être aussi bon puis d'être apprécié par tous les acteurs puis tous les lecteurs à travers la province. Tu sais, je pense qu'il faut se sortir. Puis c'est la même chose quand tu parlais de nos activités en librairie. Tu sais, nous, on espère avoir des gens de l'extérieur, tu sais, autant que les participants, les gens qui viennent présenter leurs livres ou qui participent à nos causeries, à nos tables rondes, que les gens qui viennent assister parce qu'on offre du contenu de qualité, que ce soit pas juste des gens de la région pour les gens de la région. C'est vraiment mon ambition. Je dirais même, le sens de cette table ronde, c'était pas de savoir est-ce qu'on est autosuffisant en région, mais est-ce qu'en région, on peut être aussi international, finalement? Ah, oui. Est-ce que de chez nous, on rayonne partout? Ben oui, absolument. Puis il y a plusieurs auteurs, je suis sûre que vous autres aussi, là, vous en vient que 3, 4, 5, 12 à l'esprit qui rayonnent à l'international. Je peux juste en nommer 2 ou 3, là, vite comme ça. Donc, Brian Perrault, Alexandre Dosti aussi. Je ne sais pas si tu vas... Fred Pellerin, je ne sais pas si vous voulez enchaîner. Louise Lacourtière. Alors, Maureen Martineau, qui a participé récemment à un festival de polar en France. Enfin, bon, alors on a énormément d'ambassadrices, d'ambassadeurs comme ça, là, qui bien partent de la Mauricie, Centre du Québec. Les Écrits des Forges qui publient des textes. Oui. Moi, j'ai vendu un livre à San Francisco cette semaine. Je suis internationale. Ça, c'est que le premier. La porte est ouverte maintenant. C'est ça. Ah oui, ça. Mais bon, on ne parlera pas des frais postaux. Nous aussi, quand on c'est international. Mais j'aimerais... Mais ça ouvre la porte à un autre sujet que je voulais toucher parce que vous avez parlé, entre autres, du graphisme tantôt, de toute l'importance. Je vois votre revue, Le Sabard, depuis tantôt, qui est aussi magnifique que dès la première édition. Et je voudrais vous entendre sur la revue ou le livre comme objet d'art, parce que j'ai l'impression, c'est peut-être une idée que je me fais, mais que l'apparition de la liseuse dans les possibilités technologiques, ça prend pas tant que ça. Toutes les fois que je parle à quelqu'un qui lit beaucoup, la plupart du temps, c'est le livre papier ou la revue papier qui souhaite avoir. Où est-ce qu'on en est là-dessus? Est-ce que ça... Moi, j'ai vraiment une théorie par rapport à ça. Puis on serait heureux de l'entendre. C'est concrétisé pendant la pandémie. Je pense que le livre, c'est un objet qui est intemporel, qui est rattaché à des émotions. On aime que ce soit tangible. On aime le fait qu'on puisse le partager, ça crée une communauté. Tu sais, le livre lit. Il crée des liens entre nous. Et il y a quelque chose de mais c'est ça, tu sais, c'est le même objet depuis sa création, ça n'a pas changé. Il y a des looks qui changent. On le voit quand on regarde un livre des années 70, ça a changé le look, mais concrètement, c'est la même patente depuis l'invention de l'imprimerie. Et ça, je pense que ça nous ancre dans l'émotivité. Et la liseuse vient répondre à un besoin
avoir 300 livres quand on part à Cape Cod pendant une semaine, parce qu'on est boulimique. C'est votre cas? Non, parce qu'on La ne va pas boulimie, payer je pour parle un pas. bagage. On ne va pas payer pour un bagage de cabine. Non, c'est non, ça. je comprends. Les gens empruntent des livres à la bibliothèque, c'est pratique. On a il est minuit, on veut vraiment lire ce livre-là maintenant. Poup, on l'achète, on le lit, on l'emprunte à la bibliothèque. Mais ça ne répond pas aux mêmes besoins émotifs que c'est pas. Ça ne répond pas aux mêmes besoins, finalement, la liseuse. Fait que je pense que au départ, on a frémi un peu. Est-ce que c'est la fin du livre papier? Mais j'ai bien l'impression que le livre papier est trop ancré dans notre émotivité pour que ça passe. Il est pour durer. Puis ça rajoute une étape supplémentaire aussi. Donc, si on prend le livre directement, on est déjà en train de décoder, mais le temps d'ouvrir la liseuse qui va fatalement manquer de batterie. Je ne sais pas si vous êtes du genre à recharger vos appareils à chaque fois qu'on devrait le faire. Alors, il y a cet aspect-là aussi. Ça rajoute une autre strate d'interface, alors que sinon, on est plus intimement dans le livre de façon directe. Donc, il y a ça aussi, cet aspect-là du décodage. Et puis, par rapport à mon rapport personnel à la liseuse, j'espère que mon père n'écoute pas l'émission. Il y a peut-être 10 ans, il m'a offert justement une liseuse. Je ne sais pas où elle est. Alors, je m'excuse. Alors, je l'ai perdue entre-temps. Dans la bibliothèque, rendue dans les Tu l'as oublié à quelque part. Je l'ai oublié, oui, c'est ça. Mais cela dit, bon, avec un iPad, c'est pas si mal non plus pour lire lire avec des formats PDF ou ça, tout ça. Mais je suis toujours un peu déçue. Puis dans mon travail de critique ou de chroniqueuse, ça, c'est fréquent qu'on va me dire « Ah, ben, on a juste le PDF en ce moment, voici, lis-le. » Puis je suis toujours un peu « Ah, non, je pourrais pas attendre à la place pour avoir avoir le livre papier. » Fait qu'il y a quelque chose un peu de la relation. Puis peu importe qu'on me dise « Bien là, tu n'as plus de place pour tes bibliothèques. » Tant qu'il y aura des murs dans la maison, il y aura des bibliothèques sur chacun des murs. On n'est plus capable de les compter. C'est pas grave. Est-ce que ça teinte aussi la réception d'un manuscrit? Le fait que ce soit en numérique. Si un auteur, une autrice vous apporte une version les versions papier, on en parlait tout à l'heure. Alors, au Sabbat, on ne reçoit plus de version papier de manuscrit depuis au moins 7-8 ans. Puis si on en reçoit un par la poste, on va écrire à l'auteur et envoie-nous la version numérique, s'il te plaît. On n'accepte plus de version papier. On en a besoin d'ailleurs pour Révision Word. Pour faire les commentaires. Oui, pour faire le suivi des modifications. Oui, quand on parle de direction littéraire, donc on travaille en général à 99,5 % des gens vont y aller en suivi des modifications dans Word. Là, on rentre un peu plus dans les technicalités. Là. Oui, mais on le mentionne, c'est quand même pour justifier justement qu'on n'a pas besoin de la version papier d'un manuscrit, parce que c'est très long. Par contre, quand on va tomber... Ah oui, il y a un autre métier de l'ombre dont on n'a pas parlé, mais qui est en voie de disparition, c'est le relecteur ou la relectrice des épreuves. Donc ça se fait de façon plus papier. C'est au moment où on a, avant d'avoir le bon à tirer, là. Donc par exemple, on va avoir la revue telle qu'elle, mais pas imprimée, puis juste en 1 ou 2 copies ou 3, selon le nombre de relecteurs. Donc ça va se faire sur papier, mais tout avant ça, les étapes, donc non. C'est beaucoup d'étapes. C'est beaucoup d'étapes, puis c'est pour ça que, en étant petite équipe, pas subventionnée, le livre de Mme Charland, ça a pris 16 mois avant qu'elle l'ait dans ses mains. Du jour où elle m'a envoyé le manuscrit par courriel, où elle est venue me voir à Trois-Rivières, où on a discuté, et qu'elle l'a tenu dans ses mains, ça a quand même pris 16 mois. Mais il est absolument magnifique. Et l'heureux problème, c'est qu'on doit réimprimer. J'ai un appel à faire et il n'y a pas de correction à faire. Il n'y a pas de changement à apporter. Alors, c'est pour ça que la qualité, on ne publie pas tant d'œuvres, mais on privilégie la qualité et non la quantité. Donc, on est là pour rester, les éditions Le Point Bleu. Puis j'ai des projets, j'ai des rêves d'ouvrir une librairie très particulière qui n'existe pas au Québec. Puis je me donne le temps de faire du pouce avec ça. Pour l'instant, le bureau est à la Vieille Gare, mais pourquoi pas avoir un bureau dans une librairie de rêve où on y trouverait du jeunesse et de l'adulte. Je ne crois pas que le volet que je souhaite existe au Québec. Okay, quelque chose de plus original que des chats dans la librairie. Et quoi que ce serait génial. Des chats et du café. Des chats, du café, on des a fait un lancement de livre, justement, à Québec, dans un café où il y avait des chats. C'était pour Fripouille, le lancement de Fripouille de Valérie Langlois. Mais il reste que c'est un monde passionnant et c'est très diversifié. Il y en a pour tous les goûts. Puis je trouve que la Mauricie est vraiment bien représentée. Je ne suis pas gênée du tout de sortir de Trois-Rivières, d'aller à l'extérieur
rencontrer des libraires, aller dans des événements littéraires, malgré que les salons du livre, pour moi, sont moins accessibles dû au coût, parce qu'étant donné que je n'ai pas de subvention, un kiosque de 2 mètres par 3 mètres qui frise le 1 000 $ pour un salon du livre, pour moi, c'est comme plus pensable. Alors, de petits événements comme la pause littéraire, où on s'était rencontrés au Centre d'achat Les Rivières, bon, bien, de petits événements un peu partout. Le Salon Pop à Saint-Étienne-des-Grès au mois de novembre m'a permis de vendre des livres, de rencontrer le public, le lectorat directement. Alors, il y a toutes sortes de façons de rejoindre les gens maintenant, puis c'est ce qui est beau. Et Mme Godbout parlait de 16 mois pour l'édition de la parution de son dernier né. Est-ce que c'est globalement, ça ressemble à ça? Le temps entre le dépôt d'un manuscrit et une publication? Plus. Bon, disons que je vais commencer par répondre pour les revues, parce que forcément, quand on est dans le domaine du périodique, bien, c'est quand même plus, les dates rapide, de tombée les dates de sont tombée. Mais cela dit, des fois, ce qui n'est pas su par tout le monde, c'est que le calendrier de production, il est annuel et il est le même d'une année à l'autre. Donc, tu ne peux pas, si tu es employé d'une revue, faire « Oh, je suis surpris! » Vraiment pas, parce que le calendrier se répète et nous, au Sabord, donc on doit publier un numéro à tous les 4 mois, ce qui fait que notre calendrier est en conséquence et qu'on prend à peu près 3 mois pour concevoir, pour le contenu, et puis y compris le design graphique, plus ou moins 1 mois pour l'impression, et puis ensuite, mais c'est pas ça repart pas après, ça repart pendant. Donc les numéros se chevauchent. Aussi. Et puis, j'ai jamais travaillé pour, par exemple, des journaux, mais je suis convaincue que c'est comme ça aussi, que ça se chevauche dans le calendrier de production. Et que il faut que tu aimes ça quand tu es éditeur de périodique, de ne jamais avoir la satisfaction de se dire « Ah, le projet est terminé! » Oui, mais moi, si je suis auteur en herbe là, qui rêve de voir son premier roman publié et que je dépose chez vous un manuscrit que vous acceptez, ça peut prendre jusqu'à 2 ans. Tu mentionnais jusqu'à 16 mois, 16 mois, 2 ans, 2 ans et demi. Ça dépend des maisons d'édition. À compte d'auteur, donc lorsque l'auteur va payer, ça a tendance à être plus rapide aussi pour la publication qu'à compte d'éditeur, parce que l'éditeur, c'est comme, je vais donner un exemple. Le roman sur lequel je suis en train de travailler, qui est en cours de direction littéraire, je vais le remettre d'ici la fin de l'été, donc pour la version qui va partir en révision linguistique, mais il est prévu dans le calendrier 1 an plus tard. Donc, on parle presque plus d'un 2 ans, puis c'est un 2 ans quand même, somme toute, assez soutenu. Puis ça dépend du nombre de mots aussi, parce qu'en édition, on parle de mots. Alors, un livre, on parle d'un livre. Un livre, c'est toujours en mots. La quantité de mots va faire que... Parce qu'un livre de 200 pages, de quel format? Alors, en édition, c'est essentiel d'avoir le nombre de mots. Et pour parler de Mme Charland... Elle a travaillé, la dame, là, c'est son premier roman, mais on a pris le temps, puis elle l'a eu comme elle le souhaitait, puis elle est ravie que Communication Jeunesse l'ait sélectionné. Alors moi, j'ai tenu l'embargo de ne pas lui divulguer la nouvelle depuis le 1er février que j'avais la nouvelle qui avait été choisie. On peut le dire parce que c'est public. Oui. La revue Lu sortait pour printemps 2023 le 20 février. Alors, moi, j'ai eu la nouvelle qui avait été sélectionnée le 1er février. Mon Dieu, moi, je l'aurais dit à l'autrice ou à l'auteur comme éditrice. L'embargo, c'est pas correct. Absolument pas. Quand quelque chose qu'on ne sait pas, ça fait pas mal. Alors, la surprise, le 20 février, écoute, en vidéo Messenger, c'était de la voir. Quand je lui ai annoncé la nouvelle, c'était magnifique, là. Il me reste quelques minutes à peine. J'aimerais ça qu'on fasse un dernier tour de table où vous me donniez votre sentiment face à cet écosystème littéraire en région et parlons de la nôtre, puisqu'on y est. Vous y êtes et à vous entendre parler pendant cette émission, j'imagine que vous y êtes pour y rester. C'est clair et ça s'entend. Alors, mais est-ce qu'il y a quelque chose sur lequel on devrait porter notre attention en disant s'il y a quelque chose à améliorer dans notre écosystème en Mauricie, c'est ceci, ou bien ça va très bien, on est à la fois en Mauricie et à l'international, donc tout va bien, Madame la Marquise. Qui veut commencer?
Ce qui me vient à l'idée rapidement, c'est que je pense à la Société des écrivains et des écrivaines de la Mauricie. En général, on est 80 membres et puis on aimerait ça avoir davantage de membres de la relève. Il y a une initiative là, que je vais profiter de l'occasion pour en parler. On a le prix Clément Marchand, qui est un prix qui s'adresse à des auteurs, des autrices de la relève. C'est une première publication qui vient dans la revue Le Savoir, donc qui va avec ce prix-là puis une bourse de 1 000 $. Donc ça, j'ai l'impression qu'il y a un travail qui est à faire, peut-être aussi du côté du QTR. Moi, à chaque fois que je commence un cours, je parle des activités de la semaine à mes étudiantes et étudiants pour justement avoir consolidé la solidarité avec les auteurs plus émergents. Donc ça là-dessus, je le vois. Puis on pourrait être vraiment plus nombreux, par exemple, à la Société des écrivains et des écrivaines de la Mauricie, si on pouvait rallier donc, les auteurs émergents et de la relève. Donc ça serait mon souhait, je dirais. Il est entendu. Oui. Madame Martin, moi, je n'ai pas envie de dire que les choses doivent changer. J'ai choisi la Mauricie. Je ne suis pas originaire de Trois-Rivières, mais puis je pense que ce qui est le fun dans notre écosystème, c'est que c'est à échelle humaine. Il y a la possibilité d'avoir des contacts, de se distinguer, de rayonner aussi, que ce soit en acceptant en étant le représentant, l'ambassadeur. Mais ce rôle-là d'ambassadeur de la région, d'ambassadeur de Trois-Rivières, c'est vraiment le fun de le porter et de montrer qu'on offre, que ce soit en édition, en tant qu'autrice ou en tant que libraire, qu'on offre un contenu de qualité qui est comparable avec ce qui existe ailleurs. Puis quand les gens nous disent « Ah, je viens de Montréal, puis je voulais absolument arrêter à l'Exèdre pour découvrir votre librairie, j'en ai tellement entendu parler », bien, c'est la preuve que ça marche. Oui. Madame Godbout, souhait? Je souhaite que le meilleur soit. Je suis ouverte à tout ce qui peut arriver de beau. Je n'ai pas de souhait en particulier, que le meilleur soit. Qu'il arrive que de bons et de bonnes choses à ceux qui croient au livre. Moi, depuis toute jeune, le livre a toujours fait partie de ma vie. J'ai écrit des poèmes que je n'ai pas publiés, mais que j'écrivais quand j'étais jeune. Alors, il y a toutes sortes d'écritures, il y en a pour tous les goûts. Je trouve ça intéressant aussi de connaître les nouveaux. La vitrine est souvent mise sur ceux connus. C'est sûr qu'ils vendent. C'est sûr qu'ils ont une belle vitrine, une belle visibilité, mais il se fait des belles choses. Et pour juste passer rapidement avant que l'émission termine, on parle de région, mais j'ai la chance d'accueillir une stagiaire en édition qui vient de Montréal. Elle s'appelle Josie. Elle est ici, elle m'accompagne aujourd'hui. Alors, ça lui fait une belle expérience de stage. Elle a voulu venir s'établir en Mauricie pour justement faire son stage dans une petite maison d'édition jeunesse. Alors, quand les gens de Trois-Rivières s'exilent dans les grands centres, mais là, on a l'inverse. L'inverse est aussi possible. Alors, je trouve qu'il y a de l'espoir. Merci beaucoup. Merci, Mme Martel, Mme Gélina. Merci à Merci, vous. Mme Godbout, d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous de nous avoir suivis pendant cette heure. J'en profite également pour remercier Mme Christina Monfette-Fortin, qui est la recherchiste qui a réuni ce panel de feu, qui, j'espère, a su vous plaire pendant la dernière heure. Je vous rappelle que notre saison n'est pas terminée. Vous avez le goût de nous faire part de vos commentaires, de nous suggérer des thématiques pour les émissions à venir. N'hésitez pas à nous écrire info@gazettemauricie.com. C'est toujours avec un immense plaisir que nous vous lisons. Le sujet est on ne peut plus à propos. Alors, on se donne le rendez-vous le mois prochain pour une autre table ronde signée La tête dans les nuances. D'ici là, je vous souhaite un excellent printemps.